j'étais installé là-bas pour le premier talk et j'ai rien compris, ni en anglais ni en français, désolé. Si vous avez des questions ou si je suis incompréhensible, dis-moi. OK. So, comme Pierre m'a dit, je vais parler de rayonnement du fond cosmologique. Je vais l'appeler le FDC en français. C'est le même que le CMB qui était dans le talk de George Smoot. So, c'est le Cosmic Microwave Background. En anglais, c'est le fond diffus cosmologique de micro-ondes en français. Voilà. So, on y va. So, le FDC a été découvert avant ma naissance, en 1964, par 12 ingénieurs de Bell Labs aux États-Unis, à New Jersey. Et ils ont utilisé ce grand télescope pour investiguer si c'était possible à faire les communications avec les satellites. Okay, so l'idée était simplement à regarder s'il y a beaucoup de bruit sur le fond qui peut empêcher nous à utiliser les communications radio avec les satellites. Mais quand ils ont commencé à regarder le ciel, ils ont réalisé qu'il y a un bruit quelque part. Il y avait une radiation. Quand je dis radiation ici, je veux dire lumière, micro-ondes. Mais il y avait quelque chose qui était émis, qui était réceptionné par le télescope. C'était très petit, mais c'était étonnant parce qu'ils ne savaient pas d'où ça vient. Ils ont fait beaucoup de mesures. Ils ont réalisé que le bruit était isotrope, ça veut dire que c'était plus ou moins le même dans toutes les directions. C'était pas polarisé, vraiment. Ça peut être important plus tard, c'est pas important pour le moment. Et c'était pas variable, c'était toujours le même brillance. Et en fait, on sait maintenant qu'ils avaient... Ah mince, je voulais mettre FDC. Ils ont découvert le fond diffus cosmologique, le Cosmic Microwave Background. Et ce n'était pas hasard. Mais à la fin, ils avaient le prix Nobel pour cette découverte en 1976, je crois. Quelque chose comme ça. So, qu'est-ce que ça veut dire? Ça a pris du temps pour réaliser. Mais la première chose, j'aime commencer quand je parle de FDC, avec pourquoi l'uniformité est importante. Pourquoi est-ce que c'est important? Une chose, la première fois on découvert un nouvel signal, on dit d'où vient cette lumière. Et la première chose que vous pouvez dire, c'est est-ce que ça vient de notre système solaire, par exemple. Mais le point, c'est que la plupart des planètes et la plupart des choses dans notre système solaire, c'est dans le plan écliptique. Ça veut dire, si c'était un signal qui vient du système solaire, on doit avoir plus qui vient de côté, si vous voulez, qu'en haut. Ce n'est pas isotrope. Ce n'est probablement pas le système solaire qui émet le fond diffus cosmologique. On peut dire, par exemple, c'est notre galaxie. Mais c'est exactement la même chose. On est dans le plan de notre galaxie. Notre galaxie est plus ou moins un plan. Et si l'émission qu'on reçoit était de la galaxie, on attend plus de côté, si vous voulez, qu'en haut. Ce n'est probablement pas notre galaxie, le Voie lactée. Et on peut dire la même chose pour le groupe local. Il y a très peu de choses qui sont uniformes, qui peuvent émettre quelque chose qui est le même dans toutes les directions. Et à la fin, c'est coupé ici. Mais une chose qui peut faire ça, c'est tout l'univers. Si la lumière qu'on reçoit vient de la même façon de chaque partie de l'univers, on verra quelque chose qui était uniforme. Et à la fin, ça c'est l'explication pour cette fond diffus cosmologique. Est-ce que je suis compréhensible comme ça? Okay. Désolé pour ceux qui sont au fond. OK, so maintenant je vais passer quelques slides pour simplement essayer de répéter les choses que Georges a déjà dit. Vous allez reconnaître cette graphique ici. Première chose que je voudrais dire, c'est que maintenant on comprend un petit peu mieux l'histoire de l'univers. Comme Georges a dit, on est ici, ça c'est aujourd'hui et ici. Et quand on va vers la gauche dans cette graphique, on va de plus en plus tôt dans l'histoire de l'univers. Alors, ici, c'est le Big Bang. So, si on va dans le passé, et on sait maintenant
que le FDC est émise quand l'univers avait plus ou moins 400 000 années. Donné que l'univers aujourd'hui a 13,7 milliards d'années, ça veut dire que le FDC était émis quand c'était plus ou moins avec 300 millièmes de son âge aujourd'hui. Okay? C'est un photo de bébé de l'univers, en fait. Si on fait la comparaison, si l'univers était une personne de 50 années, ça c'était émis quand l'univers avait une demi-journée d'âge. Okay? C'est un photo de bébé, ici. Et une grande partie de cosmologie aujourd'hui, c'est de faire la comparaison entre ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on voit aujourd'hui avec les galaxies, etc., et le fond diffus cosmologique. Si on a un modèle qui peut expliquer l'évolution de quelque chose qui ressemble à ça au début, et notre univers aujourd'hui, c'est un bon modèle de cosmologie. Ici, je sais présenter plus ou moins la même chose, mais avec une graphique différente, pour parler un petit peu plus de les particules qui étaient dans l'univers. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on voit les ombres, choses comme ça, mais quand on va quand on va vers le début de l'univers en temps, ça veut dire que l'univers, comme Georges a expliqué, était de plus en plus petit. Quand c'était de plus en plus petit, ça veut dire que c'était de plus en plus chaud. L'univers est de plus en plus chaud quand on va vers le Big Bang. Et en fait, il y a un point où l'univers était assez chaud que toute la matière peut être ionisée. Okay? Ici, on a les étoiles, mais quand on va vers le début de l'univers, on commence à avoir de moins en moins de structures. Et on commence à avoir de constituants, j'espère que c'est un mot français, de choses plus en plus basiques. Ça veut dire juste qu'on arrive à un point où on a simplement les atomes. Normalement, c'est l'hydrogène et l'hélium, plus ou moins ici. Et quand on continue de chauffer et aller derrière un temps, il y a un point où même ces atomes sont assez chauds que les électrons et les protons se séparent, ils sont ionisés. Et c'est à ce point où le fond diffus cosmologique est émis. Okay? Si on change de direction maintenant, ici, le FDC est émis, et ici, on a les atomes. Avant, c'est les électrons et les protons. Il n'y a pas de protons, en fait. Mais électrons. Ici, c'est les particules chargées. Puis, ils combinent en atomes. À ce point, le fond diffus cosmologique est émis. Et en fait, la lumière interagit bien avec les particules chargées, mais pas bien avec les atomes neutres. Ça veut dire que de ce point, le FDC continue sans interaction avec la matière jusqu'à aujourd'hui. Et c'est encore une façon à dire que, donné que le FDC n'a pas interagi avec les matériaux d'ici, c'est une bonne photo de cet âge de l'univers, ici. Okay? OK, pour essayer de concrétiser cette idée, je vais donner un petit film que j'ai trouvé dans un documentaire, qui s'appelle Cosmic Voyage. Je ne sais pas si j'ai le droit de diffuser ça, je l'ai trouvé quelque part. Ce n'est pas complètement correct, mais ça donne une idée de comment les choses étaient au début de l'univers. Normalement, si je clique... non, mince. Si je clique ici, je dois avoir quelque chose. C'est très, très, très chaud. Et puis, l'univers continue et ça fait une expansion. Ça veut dire que ça devient de plus en plus, moins en moins chaud, plus en plus froid. Au début, on a simplement un plasma. Ça veut dire que même si quelqu'un est à côté de moi, lumière s'est émise, mais il fait un scattering, il y a un proton, il y a beaucoup de matière entre nous
et on ne peut même pas voir. Mais comme l'univers agrandit, ça refroidit, et à un point, ici plus ou moins, les électrons et les protons recombinent et la lumière peut continuer normalement. Ça veut dire qu'on avait un plasma très chaud et très brouillard avant, puis on a l'expansion, toutes les choses refroidies, et puis en recombinaison, et ça veut dire que la lumière peut voyager normalement. Et maintenant, après quelques temps, tu commences à voir la structure qui est créée. Après cette brouillade, l'univers continuait à agrandir, et puis après quelques temps, la gravité commence à faire effondre les surdensités et les sous-densités de matière. Ça veut dire qu'au début, c'est vraiment un soupe de particules, mais il y a peut-être une surdensité ici et une sous-densité ici. Ça veut dire que les choses ici vont effondre vers la surdensité et ça commence à créer les galaxies, les amas des galaxies, etc. Ça c'est l'idée basique de le début. Si vous vous rappelez le cornet que j'ai montré avant, c'est cette partie ici. À gauche. C'est le début de la formation de cette grande structure dans l'univers. Et je crois que ça va continuer un peu, mais bon, c'est pas facile ici, je dois dire. Ok, je vais continuer. Ça c'est ça. Maintenant, je vais essayer de parler un. Ça c'est la grande ligne des choses. Je vais essayer de parler un peu en détail de FDC et les choses le FDC peut nous dire. Pour commencer, j'aime commencer avec la physique de base. En fait, Max Planck est le père de la mécanique quantique parce qu'il a créé la fonction de Planck, le black body spectrum. Et moi, j'aime l'idée, en fait, je montre ça parce que le CMB est aussi un black body. Et j'aime beaucoup l'idée que, en fait, le FDC, qui est partout dans l'univers, a la même forme que la fonction qui était la naissance de la mécanique quantique. En fait. Ce n'est pas très important, cette ligne, mais je l'aime quand même. C'est Planck qui a dit que quelque chose qui a une température très bien définie doit avoir un spectre de puissance, un spectre d'émission qui suit cette courbe. Dans tout ce que j'ai décrit jusqu'à maintenant, le fond diffus cosmologique doit avoir ce spectre aussi. L'univers, dans tout ce que j'ai décrit jusqu'à ce moment, l'univers a une température très bien définie. Même l'expansion de l'univers, ça change la température, mais normalement, c'est plus ou moins la même température partout. Et on peut faire l'équation aussi. Le photon, une fois ils sont libérés, il doit rappeler cette spectre ici. Et en fait, ça c'est c'est pas le premier, mais c'est un des très grands défis de fond diffus cosmologique, c'était à prouver que la lumière avait cette spectre. Et c'était bien confirmé en 1990, ici, par John Mather, qui était le project scientist d'un satellite qui s'appelle COBE. Et il a utilisé un instrument qui s'appelle FIRAS sur COBE. Et bien, il a été donné le prix Nobel en 96, quelque chose comme ça. Non, 2006, excuse-moi. Voilà, après ça, je crois que j'ai un autre graphique pour expliquer ça. Oui, ok, maintenant je vais donner quelques faits. C'était un triomphe de FDC pour voir cette courbe. Maintenant, je vais donner quelques petits factoïdes de FDC. Ici, je donne le spectre. Si on regarde un bout du ciel
normal, pas avec beaucoup de matériaux dedans. On va voir, si on est assez sensible, on va voir des rayons X, on va voir des rayons gamma, on va voir de lumière optique, les rayons radio aussi. On va voir toutes les gammes de spectres, ce n'est pas très brillant, mais on va voir beaucoup de choses. Mon point ici, c'est-à-dire que c'est le fond diffus cosmologique, le CMB, qui est le plus brillant. Il y a plus de photons de CMB que toutes les autres particules, toutes les autres fréquences de lumière dans l'univers. C'est le plus grand, c'est le plus grand constituant électromagnétique dans l'univers. Voilà. Même si on ne peut pas le voir avec les yeux. J'aime cette petite fête. Si vous avez une ancienne télévision, pas digitale malheureusement, et vous le tournez entre les chaînes, la neige, quelques pourcents de neige que vous voyez ici est le fond diffus cosmologique. Okay, c'est vraiment partout. Oui, je continue. Et pourquoi est-ce que c'était important cette première stage de CMB? Je n'ai pas trouvé un très bon graphique, mais il y a quelques dizaines d'années, il y avait une grande discussion entre le modèle cosmologique de Big Bang et le modèle cosmologique Steady State. Moi, je dois dire, je préférais un Steady State. Quand je pense à un univers, un modèle cosmologique, je pense à quelque chose qui est infini et infinitement ancien. C'est pas vrai. Malheureusement, c'est pas vrai. Le Big Bang Theory qu'on décrit, où il y a un bon début de l'univers, semble d'expliquer les choses qu'on voit mieux que Steady State. Et c'était le CMB qui a vraiment, c'était une des choses qui a vraiment prouvé que le Big Bang est la vraie explication et pas le Steady State. Parce que dans le modèle de Steady State, où tout était plus ou moins le même pour toujours, il n'y a pas d'explication pour le Big Bang. Excuse-moi, pas d'explication pour le fond diffus cosmologique. Où dans le Big Bang, il y a une très bonne explication, très naturelle, pour pourquoi on a cette lumière partout, avec un spectre très précis, avec une température de 2,7 Kelvin. Tout ça s'explique pas facilement, mais naturellement dans le modèle de Big Bang, comme j'ai essayé d'expliquer avant. Dans le Steady State, il n'y a rien. C'était complètement inattendu. Et ce modèle où l'univers fait son expansion, mais c'était déjà infini et c'est toujours infini. Et il y a des matériaux qui sont créés pour donner une densité constante. Il n'y a simplement pas d'explication du tout pour le fond diffus cosmologique. Et ça, c'était le premier grand succès de FDC ici. Et ça a vraiment changé l'idée de cosmologie. Mais maintenant, je voudrais aller plus loin. J'ai dit au début que c'était complètement isotrope, c'était le même dans toutes les directions. Je vais changer mon direction maintenant et je vais dire, bon, d'où viennent toutes les structures qu'on voit aujourd'hui? On a dit qu'au début, l'univers était très homogène, mais aujourd'hui, quand on regarde le ciel, on voit des galaxies, des amas de galaxies, même planètes et des gens. Comment est-ce qu'on va de quelque chose qui est plus ou moins homogène, isotrope, jusqu'à quelque chose homogène, jusqu'à quelque chose qui a beaucoup de structures aujourd'hui? Et je vais essayer de faire cette ligne maintenant. On a commencé avec quelque chose de plus ou moins plat, et maintenant on voit des choses. Comment est-ce qu'on va de la première au deuxième? La première chose que je fais, si je prends Si je prends les galaxies, il y a une moyenne ici, mais ce n'est pas zéro. Okay? Et je vais augmenter le contraste, alors je soustrais cette moyenne simplement. Si je soustrais cette moyenne, je vois ça.
On commence à voir notre galaxie ici, mais le truc le plus grand, c'est ce qu'on appelle le dipôle. Qu'est-ce que c'est en fait? Ça veut dire que la lumière qui arrive d'ici est un petit peu plus chaud, plus énergétique que la lumière qui arrive de l'autre côté. En fait, ça c'est une représentation de notre vitesse dans l'univers. Okay? On peut imaginer que le Soleil, il n'est pas plat par rapport il n'est pas stationnaire par rapport au fond diffus cosmologique. Si on bouge dans cette bagne de lumière, ça veut dire que les photons qui arrivent d'ici ont un petit peu plus d'énergie que les photons qui nous suivent et qui doivent être réceptionnés, c'est le chiffre Doppler, si vous voulez. Ça, c'est pas vraiment cosmologique, en fait. Ça nous dit quelque chose de notre situation, mais ça dit pas beaucoup sur l'univers en général. Alors, c'est en forme qu'on peut enlever aussi. On enlève ça. Et puis, on a cette graphique. Et voilà, on enlève le moyen, on enlève le dipôle, on ignore ça. Ça, c'est notre galaxie, c'est l'émission de la Voie lactée. Mais si on regarde ici, on a de petites fluctuations. C'est une partie dans 100 000 de la moyenne, très peu, mais ça existe. Et ça, c'est les anisotropies dans le fond diffus cosmologique. Je dois dire que George avait le prix Nobel au même temps que John Mather. Il était le principal investigator de le Differential Microwave Radiometers, qui était une expérience sur le même satellite que le dernier, que John Mather. C'est un très grand satellite dans l'histoire de cosmologie qui a prouvé le spectre et aussi découvert les anisotropies dans le fond diffus cosmologique. Et les deux avaient le prix Nobel au même temps. Ici. Et l'idée, maintenant, c'est que ces petites variations, quand il y a une surdensité, il y a 13 milliards d'années, ils attirent par la gravité plus de matière autour de lui, et ça devient, après du temps, les galaxies, amas de galaxies, etc. Et s'il y a une sous-densité ici, ils perdent la matière parce que les autres surdensités attirent le matériau matière qui est ici. Je vais essayer de descendre un petit peu plus dans le détail maintenant. Mais ça, c'est l'idée. On avait quelque chose assez plus ou moins plat, plus ou moins homogène. Il y avait de petites fluctuations. Et puis, la gravité a créé les surdensités. Et puis, après des milliards d'années, la structure dans l'univers. Okay? Maintenant, je vais essayer de descendre un peu et voir comment, et ça devient compliqué maintenant, désolé, mais comment est-ce qu'on peut avoir de plus d'infos, par exemple, sur la géométrie de notre univers. On peut avoir d'autres infos numériques, quantitatifs, sur l'univers en utilisant ces variations dans le fond diffus cosmologique. Okay? L'idée, imagine si... Comment est-ce que j'ai écrit ça? OK. Imagine qu'il y a des structures dans l'univers, la matière, et il y a une grande structure. La gravité va commencer à faire fondre cette structure. Imagine que c'est très grand et ça prend du temps pour que toute la matière s'effondre. Okay? Et puis, avant la création de fonds diffus cosmologiques, on a cette structure, ça commence à effondre, et puis, ping, on a cette récombinaison qui a créé le CMB. Ça veut dire que 13 milliards d'années plus tard, on va voir cette structure de cette grande taille. Imagine, par contre, qu'il y avait une structure qui était plus petite aux naissances de l'univers. Il va faire un effondrement, mais ça crée beaucoup de pression. S'il y a assez de pression, la pression de photons va rejeter la matière, en fait. Et on va avoir une structure qui peut effondre et puis ragrandir un peu, si on veut.
Et on peut imaginer quelque chose encore plus petit qui fait blou, 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 qui fait plusieurs oscillations comme ça. Et c'est pour ça qu'on appelle ces choses acoustic peaks. Et Jim Rich va parler de Baryon Acoustic Oscillations qui est relié à ça aussi. Mais l'idée, c'est qu'on peut avoir quelques tailles distinctives qu'on attend dans l'univers parce qu'il y a un temps spécifique où le CMB a été créé. So, je continue. C'est un peu vague pour le moment, mais l'idée, c'est que si on comprend assez bien l'univers de début, si on comprend assez bien combien de temps ça a pris pour faire cette structure qui est fronde une fois, ça nous donne une taille caractéristique dans les cartes qu'on doit voir. Et ça nous donne la capacité à dire quelle est la géométrie de l'univers. Parce que cette taille, que je simplifie un peu, mais cette taille, qu'on a une bonne idée de cette taille, si l'univers est plat, ici, on doit voir une taille spécifique d'un angle spécifique sur le ciel. Si l'univers avait beaucoup de matière dedans, on l'appelle fermé, et ça veut dire aussi que cette taille, on attend quelque chose de cette taille, on dit si tout est normal, on verra cette taille. En fait, on voit quelque chose je dois dire, d'une taille plus grande. Et si on voit ça, ça veut dire qu'on sait que l'univers est fermé. Et on peut dire la même chose si l'univers est ouvert aussi. Ça, c'était une des premières grandes réussites d'anisotropie dans le fond diffus cosmologique. Je vais continuer avec cette idée. Ça veut dire qu'on fait cette cartographie. Georges a montré la carte. Je vais encore montrer un autre. Mais si l'univers est plat, on attendrait quelque chose qui semble comme ça. Si l'univers était fermé, on attend quelque chose qui a des boules, si vous voulez, les fluctuations qui sont plus grandes. L'idée ici, c'est que la structure qu'on voit ici est plus grande et moins nombreuse que la structure qu'on voit ici. Si l'univers était ouvert, on voit encore un pattern différent. Et c'est cette pattern qu'on utilise pour limiter la géométrie ici. Voilà, on fait plus ou moins ça. Et ici, j'ai un graphique qui est un peu vieux, malheureusement. Pierre a raison, je travaille pour Planck, mais en fait, mon graphique vient d'un autre satellite WMAP. Mais ça, c'est notre vraie donnée. Okay? C'est vraiment, ça, c'est une toute petite partie du ciel, mais c'est la vraie donnée. Et ici, j'ai des simulations. On a une théorie de cosmologie et on peut dire, OK, si on a de matière noire, d'énergie noire, qu'est-ce qu'on doit voir? Par exemple, ça c'est cette graphique. Mais je peux imaginer aussi, OK, si je n'avais pas énergie noire, matière noire, qu'est-ce que je dois voir? Well, dans ce cas, on verra ça. On peut dire s'il n'y avait pas d'énergie noire, etc., on doit voir ça. Et simplement, la cosmologie est simplement qu'on compare les vraies données au modèle. Et ça, c'est une des façons qu'on sait, on constate que les vraies données, il y a un peu de bruit ici aussi. C'est ça la grande différence. Mais on dit, le vrai carte, le vrai ciel, ressemble plus à une simulation qui contient les baryons, les atomes qu'on a. Quelque chose s'appelle matière noire, qu'on ne comprend presque pas du tout, et qui contient aussi l'énergie noire. Et on dit ça simplement en disant, la structure ici ressemble plus à la structure ici que tous les autres. Par exemple, ça c'est si on n'avait que des atomes, que les électrons, protons, neutrons, etc. Et c'est évident que c'est différent. Même chose ici et même chose ici. C'est dans cette façon
C'est une des façons où on comprend qu'il y a énergie noire et cold dark matter, matière noire aussi. Et Jim va en discuter beaucoup plus tard. OK, il y a plusieurs autres effets aussi, et je veux ici, j'ai un autre film. Avec ce film, je vais essayer de donner une idée de le grand nombre des effets qu'on doit premièrement séparer, parce qu'il y a, s'il y a beaucoup d'effets dans les données, c'est difficile à dire quelque chose concret. Oui? Oui? Ça, non? Ça? Oui? Ah, excuse-moi. Oui. Ici, vous comprenez évidemment la densité. Ici, je dis que si l'univers avait une densité critique, okay, c'est pas ouvert, c'est pas fermé, c'est critique, c'est plat, et toutes les densités étaient dans le baryon, c'est cette simulation. La différence ici, c'est que j'ai dit, suppose qu'on n'avait que la matière en baryon, les atomes, mais on avait oméga C et oméga 0, ça veut dire que oméga total, ou oméga baryon égale 0,05 ou quelque chose comme ça. Ça, c'est la différence entre. Ici, c'est que oméga B, mais oméga B égale 1, c'est critique, il y a beaucoup d'atomes. Ici, c'est oméga B égale 0,05. C'est simplement les différences. Ici, ils sont aussi nuls, oui. Ils sont aussi nuls, oui. C'est que ici où j'ai mis le... Oui. Tout petit, mais en fait, normal, parce que j'ai utilisé la densité d'atomes qu'on a mesuré. Et malheureusement, heureusement, le montant de baryon dans notre univers est très petit, mais tout petit. J'ai utilisé les valeurs mesurées. OK. Ici, je vais vouloir montrer tous les effets d'un photon. J'ai dit au début, désolé, je change, quand on fait les choses de plus en plus précis, les mots que j'ai utilisés avant sont plus vraiment vrais. J'ai dit au début que les photons de fond diffus cosmologique étaient émis et c'est un photo parfait de la jeunesse de l'univers. Bon, maintenant, pour la plupart, c'est vrai, mais je vais essayer de vous donner une idée de les petits processus qui changent un petit peu les choses. Vous allez voir. J'espère. Et comment... C'est ça, et voilà. OK. Ignore ça, c'est en anglais. Ici, c'est le trajet d'un seul petit photon pendant toute l'histoire de l'univers. OK, imagine, on a le fond diffus cosmologique, on est 400 000 années après le Big Bang, et on attend la recombinaison et la mission. Voilà, avant la mission, comme j'ai dit avant, il y a un brouillard, il y a des protons et les électrons, et comme ils sont chargés, les photons qui sont électromagnétiques ne peuvent pas voyager longtemps. Il fait un scattering, il fait un rebond chaque fois. Ça veut dire qu'on ne peut rien voir ici. Mais on continue, l'univers agrandit, le brouillard diminue, et après quelques temps, vous allez voir les électrons et les protons combinent. Voilà, ici. Ça, c'est la combinaison, je voulais dire. Et maintenant, on va suivre cette photon faire 13,7 milliards d'années-lumière pendant sa journée à nous. Voyage, pour la plupart, il n'y a rien. Mon discours de début était correct. Voilà, est-ce que vous avez noté que maintenant c'est vert? Ça a commencé bleu et maintenant c'est vert. Ça, c'est l'expansion. L'expansion de l'univers change la couleur de fond diffus cosmologique. C'est comme ça que le FDC a commencé très chaud. Quand c'est mis, c'est 3000 degrés. Et aujourd'hui, c'est 3 degrés.
C'est simplement l'expansion de l'univers qui a changé cette température. Et c'est représenté par le changement de couleur ici. OK. Mais les galaxies sont formées, et voilà, vous avez vu qu'il y avait un petit changement. Il a commencé ici, et puis il a tourné. Ça, c'est le lentillage gravitationnel. Même pour la lumière, la matière change le trajet. On peut détecter ça. Ça c'est quelque chose on doit séparer des autres effets dans le fond diffus. On continue. Et puis, quelquefois, c'est rare, mais quelquefois, on entre dans on entre dans un amas de galaxies. Il y a des électrons, quelquefois, pas tout le temps, mais quelquefois. Et il y a un impact entre ce photon et un électron. Ça s'appelle le Siniaev-Zeldovich effect. Et ça, c'est quelque chose, si on regarde vers l'amas de galaxies, ça, c'est quelque chose qui change le spectre que j'ai dit était parfait. Ça change le spectre du ciel en direction de cet amas, un tout petit peu. Et on mesure ça, et en utilisant ça, on peut comprendre mieux la formation de ces amas. Et oui, voilà. Et on continue, et je ne sais pas, il y a aussi, voilà, un autre petit changement. Maintenant, il est rouge, il a voyagé 14 milliards d'années. Il arrive à notre galaxie, et puis il est détecté par Planck. Voilà. Hop, excuse-moi. Et le reste est nul, en fait. J'ai combien de minutes maintenant? C'est plus de minutes. Plus de minutes. OK. Je vais finir alors. OK. So, avec ça, personne ne peut lire ça, mais avec l'idée, non, et je ne veux pas que vous essayiez de le lire, mais l'idée, c'est qu'il y a plusieurs effets qui apparaissent dans le fond diffus cosmologique, et avec ça, on peut mesurer, par exemple, les choses sur les galaxies, quand est-ce que la recombinaison est arrivée, quelle est la taille de ces choses. Et avec ça, on peut savoir quelle est la vitesse d'expansion de l'univers, la densité de l'univers, etc., etc., etc. Je suppose que cette présentation va être sur le web, vous pouvez le voir. Je vais sauter complètement la polarisation et l'inflation et simplement montrer, comme Pierre a dit, je travaille sur Planck. C'est un autre satellite, c'est mené par les Français et l'Agence spatiale européenne. Je veux simplement donner une idée de l'excitement pour travailler pour un manip spatial. So, j'ai quelques films et puis j'ai promis j'ai fini après. So, ici, c'est le lancement de Planck. Qu'est-ce que je dois faire? Et une des choses qui est chouette d'une expérience comme ça est que j'avais l'opportunité d'aller à Kourou pour voir le lancement. Pas si proche, je dois dire, mais on peut le voir. Et c'est très lent. Maintenant, j'ai honte. Ah oui, il ne va pas, c'est ça. Voilà, on est ici. OK. So, oui, voilà. Je crois que tous les appareils ici sont contrôlés automatiques. Tout le monde a besoin d'être plus que 7 km de lancement, je crois. Voilà. Et il y a l'autre Kourou, c'est impressionnant. Je crois qu'il y a 5 stations de lancement. Il y en a un autre ici, il y a quelques autres. So, ici, on voit le satellite qui lance. Et je vais essayer simplement de suivre le satellite. Ça, c'est le centre de contrôle à Kourou. Je vais essayer de le suivre jusqu'à son orbite où Planck prend les mesures. Dans quelques secondes, vous allez voir le booster. Je ne sais pas comment dire booster en français, mais le matériau additionnel pour propulsion. Oui. C'était un lancement parfait, ils n'avaient rien à faire en fait. C'était très bon. On a lancé 12 secondes après l'ouverture de fenêtre, c'était grand.
OK, so, j'espère maintenant, on va transférer un appareil, une caméra sur le fusée. Après quelques temps, c'est assez haut qu'on ne peut plus le voir. Peut-être, j'espère. Peut-être c'est l'autre film. OK, je continue. Voilà, OK. So, on est ici. Maintenant, c'est avec un télescope qu'on le regarde. Je crois. Voilà, c'est ici. Non. OK. Désolé. Oui, OK. Je crois que c'était ici, oui. C'était ici qu'on a laissé les boosters. OK. Maintenant, voilà, c'est ça. Maintenant, c'est un appareil sur le fusée. OK. Je vais arrêter cette graphique ici. Et maintenant, je vais à une simulation. OK. So, maintenant, on parle de quelque chose qui n'est pas... C'est pas un appareil photo réel. C'est... Voilà. So, c'est plus ou moins la même chose, mais c'est graphisme. So, c'est la même chose, on perd les boosters. Et il continue sur son voyage. Et puis, les deux satellites, en fait, c'est Planck et Herschel, on était lancés ensemble. On va perdre tout ça bientôt. OK. Ça, c'est le Soleil. La Terre, non, ça c'est la Terre, ça c'est le Soleil, la Terre et la Lune, et ça c'est notre trajet. So, en fait, on ne fait pas une orbite autour de la Terre. La plupart des satellites sont autour de la Terre. Nous, on est 1,5 million de kilomètres de la Terre, et on suit l'orbite, on est dehors de l'orbite de la Terre autour du Soleil. Okay? On est toujours 1% plus loin. On jette Herschel à faire son travail, et on est ici. Et le truc qui est incroyable pour moi, c'est qu'on fait tout ça 1,5 million de kilomètres de la Terre. Si quelque chose ne va pas, on a un problème. Mais à la fin, c'était très, très bien passé. Tout a marché ici, et même le temps de vie de Planck était prévu pour 15 mois. À la fin, on avait 30 mois d'observation. Et c'est mon dernier graphique, je promis. Ici. So, on commence à la fin de la dernière graphique. Planck a commencé à faire ses tours. Ici, on va expliquer comment on regarde tout le ciel pendant 6 mois. Parce que ce n'est pas un appareil photo instamatique, si vous voulez. On doit vraiment faire un balayage du ciel. So, en fait, on fait des anneaux sur le ciel. Et pendant que Planck fait son orbite autour du ciel, les anneaux bougent, et c'est comme ça, après 6 mois, on avait regardé tout le ciel. Et voilà, et ça c'est la première carte de Planck. On voit la Voie lactée et aussi le fond diffus cosmologique est en bas. Et je finis avec ça. Voilà, ça c'est notre représentation, ça c'est la carte. Ici, on a le fond diffus. On voit les structures d'une taille caractéristique. Ici et ici. Malheureusement, il y a notre galaxie qui empêche, c'est bon, mais qui empêche observer vraiment tout le ciel. On est obligé à éliminer la plupart de ces observations et on n'utilise que ça et ça. Il y a d'autres gens, les non-cosmologues, qui utilisent toutes ces observations aussi. Et merci. Question? Question? Oui. Très bonne question, en fait. C'est un de nos jobs le plus difficile.
si tu rappelles le spectre que j'ai montré, le CMB a un spectre comme ça. Le spectre de ces choses sont plus comme ça. OK? So, on peut utiliser, on regarde plus ou moins le spectre de chaque point. On a fait pas une seule carte, on a fait 9 cartes. Et on a fait chaque carte à une fréquence différente. Et en utilisant les différences de spectre, on essaie d'enlever tout le poubelle en face ici. Je dois dire, ici ça marche un peu. Ici c'est sans espoir. On ne va jamais vraiment regarder le FDC ici dans la galaxie. Mais ce n'est pas grave. On peut toujours faire la science dont on a besoin de faire avec les autres parties du ciel. Le quoi?